Est-ce que vous connaissez la chanson de la petite Charlotte? Est-ce que vous voulez que je vous raconte l'histoire de la petite Charlotte? Eh bien, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle... Cette petite fille adore faire des gâteaux. Elle est tout le temps dans sa cuisine en train de faire un gâteau. Et un jour, en entrant dans la cuisine, elle s'aperçoit, catastrophe, qu'il lui manque 3 choses pour faire son gâteau. Il lui manque un rouleau, il lui manque un fourneau et il lui manque un plateau. Alors évidemment, quand on n'a pas de roue, l'eau, quand on n'a pas de four et quand on n'a pas de plat, c'est difficile de faire un gars. À quel moment avez-vous égaré votre innocence? J'imagine un peu comme tout le monde, sans nous en rendre compte. Un jour, on décide de la laisser de côté comme nos vieux jouets, souvenir d'une époque, celle de notre enfance. Peut-être est-ce à ce moment-là que tout bascule, que nos rêves finissent peu à peu par s'estomper pour laisser place à la réalité. Cette réalité parfois effrayante qui nous brusque par sa complexité, qui nous frustre par ses limites et nous contraint à l'accepter. Alors je sais pas vous, mais il y en a un qui aurait certaines difficultés à l'accepter. Vous vous souvenez certainement de lui. Il est pas très intelligent, porte un t-shirt rouge, bien trop petit et passe ses journées à manger du miel. Il s'agit évidemment de Winnie l'ourson. Une réadaptation cinématographique de l'œuvre originale d'Alan Alexander Milne a fait son apparition sur le grand écran. Le film relate avec poésie le fruit du passage à l'âge adulte, l'acceptation de soi dans une société codée, normalisée. Et comme dirait Winnie, les choses qui me rendent différent font qui je suis réellement. L'entre-vous, partez aux premières. Soyez les bienvenus dans l'entre-vous, plaisir de vous retrouver pour cette 2e saison. Mon invité de ce mardi collectionne ses années de carrière avec plus de 50 ans passés à chanter et faire danser 3 générations d'enfants. À 80 ans, il ne cède pas, plus rien ne l'arrête. Il sera en solo le 19 et 21 décembre au Casino de Paris. Le recevoir aujourd'hui est un privilège et un rêve d'enfant. Merci d'être avec nous, Henri Dess. Un plaisir, bonjour. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous chantez encore aujourd'hui? Mais j'essaye toujours de garder le plaisir. Si j'observe mes collègues, par exemple, qui se laissent embarquer dans des carrières où ils ne peuvent plus s'arrêter et qui finissent par faire des burn-out et être malheureux finalement parce qu'ils n'ont plus aucun contact avec la vraie vie, j'ai pas envie de ça du tout. Donc en fait, quand j'étais avec ma famille et que ça commençait à marcher, j'aurais fait une promesse en disant voilà, je partirai 10 jours par mois, pas un jour de plus, pas un jour de moins. Je partirai le vendredi, je vais jouer le samedi, le dimanche, lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Ça fait 10 jours et vous êtes sûr que je reviens. Ça, je leur ai fait cette promesse et je l'ai tenue, sauf une fois, j'ai dû aller au Canada, j'ai dû rester un mois, donc ça, j'ai pas pu. Mais en principe, je fais ça. Ce qui veut dire que quand je pars, j'ai du plaisir à partir. Et quand je suis parti longtemps, enfin au bout de 10 jours, je suis très heureux de revenir. Donc je garde mon plaisir de vivre avec ma famille et de vivre dans mon métier. Et comment ils le vivaient, vos enfants, quand vous partiez justement quelques jours? Est-ce qu'ils acceptaient ce contrat? À partir du moment où vous êtes clair avec eux et que vous tenez votre promesse, voilà, la première fois, il dit est-ce qu'il va revenir? Je reviens. Deuxième fois, est-ce qu'il va revenir? Je reviens. Ils ont capté que je reviendrai de toute façon, quoi, parce que je tiens ma promesse. Et moi, c'était une promesse que je faisais pour eux, mais en plus, c'est une promesse que je faisais pour moi, que j'avais besoin de garder un équilibre. Vous avez jamais ressenti du burn-out, franchement? J'ai jamais eu de burn-out. Vous êtes toujours en tournée, je veux dire, aujourd'hui. C'est pas des tournées, c'est des spectacles isolés. Avant, hier, j'étais à Namur. La semaine prochaine, je suis à Lille. Bon. Donc, c'est pas des tournées. Avant, j'en faisais des tournées avant. Tous les 2 ans, je faisais des tournées de Zénith. Et pendant à peu près une semaine et demie, j'étais sur la route avec des camions, 6 remorques et tout le cirque. Mais maintenant, je ne fais plus ça. Et qu'est-ce que vous avez encore à raconter à celles et ceux qui vous écoutent? Rien du tout. Je veux dire, non. Maintenant, ceux qui m'écoutent, ils écoutent mes chansons. Oui, d'accord. Ça va de soi, j'ai écrit à peu près 200 chansons. Il y en a à peu près 50 qui sont connues de à peu près toute la francophonie. Et quand je chante à peu près 25 chansons dans mon spectacle, je prends celles qui sont les plus connues. Et c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent de retrouver quelque chose qu'ils ont aimé pendant leur enfance. Et j'ai un public d'enfants, bien sûr, mais un gros public d'adultes qui étaient les enfants avant. Vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai pas de problème avec mon âge. Mais est-ce que le temps qui passe, ça vous angoisse?
J'aurais pu, parce que je suis mort il y a une année, il y a 2 ans. Ouais. Je suis mort le 27 novembre 2019, mais sans rien sentir. J'étais en train de regarder un film avec De Niro. Et tout d'un coup, j'ai fait un drôle de mouvement. Et ma compagne, qui était à côté de moi, se dit « Qu'est-ce qu'il a ?» et tout d'un coup, elle a vu que je respirais plus. Donc, elle m'a mis par terre, elle m'a fait des massages cardiaques. Et elle m'a remis là, elle a téléphoné au secours, qui sont venus 9 minutes après. Donc, elle a pompé sur ma poitrine, elle m'a cassé les 2 côtes et un sternum. On n'a pas de sternum, de toute façon, on a pu me casser qu'un seul sternum. Donc, Mais elle vous a sauvé la elle vie. m'a vraiment sauvé la vie, parce que si elle avait été en train de faire un café ou, je sais pas, un dessert à la cuisine, je serais dans une chaise roulante aujourd'hui. Et comment vous le vivez, justement, le fait que vous vivez? Je vis ça comme une deuxième vie. J'ai vraiment l'impression de repartir, pas à zéro bien sûr, parce que j'ai mon expérience, j'ai mon vécu, mais j'ai l'impression d'avoir une chance incroyable de revivre un tas de trucs, de respirer, de voir les gens, de connaître d'autres gens et de donner des spectacles, de rencontrer du public. Oui, du public, puisque on vous connaît en Henri Dess, puisque vous avez fait danser des millions d'enfants à travers les pays francophones. Et c'est pas pour rien, écoutez. J'ai reçu plan-plan, j'ai reçu plan-plan, j'ai reçu un beau tambour. Et je joue plan-plan, et je joue plan-plan, et je joue quand il fait jour. Et quand il fait nuit, et le mercredi, et quand papa dort encore. Et pour les voisins, le dimanche matin, je vais dans le corridor. La petite fourmi, cet après-midi, me paraît vraiment joyeuse. Elle chante faux, mais c'est tellement beau qu'elle doit être amoureuse. Jamais fatiguée, elle fait sa tournée, et je l'entends qui fredonne. Par ses mandibules, une chanson nulle, elle chante comme une bonbonne. C'est pas compliqué, je vais tout expliquer. C'est le petit zinzin qui passe par ici et qui va toucher le petit machin. Et le petit machin qui repasse par là et qui fait marcher le petit zinzin. Ah bon? Henri, où es-tu? Henri! C'est toi, Albert? Henri, t'es où? Hein? Ah, tu m'as reconnu? Comment je t'ai reconnu? Bien sûr que je t'ai reconnu. Mais comment tu as fait pour me reconnaître alors que tu m'as même pas vu? On n'a pas besoin de te voir pour te reconnaître, j'ai seulement besoin de t'entendre, Albert. Un coucou sur ton cou, ça bécote, ça bécote, ça bécote tes 2 jours. Ça bécote, ça bécote, ça bécote tes 2 jours. Pam pam pam, c'est la petite Charlotte. Pam pam pam, c'est la petite Charlotte. J'aurais besoin d'un rouleau pour faire mon gâteau. Camille, tu veux pas une boule vanille? Camille, tu veux pas une boule vanille? Camille, Non, non, je ne veux pas de vanille. Tu sais, j'aime pas la vanille. Je préfère la glace au citron. Aussi, je l'ai qu'un glaçon qui fait froid le long du cou et qui fait des frissons partout, tout. Moi, je sais parler. Moi, je sais parler des langues du monde entier. J'en savais rien. Mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin. Ça va changer ma vie. Papa, dis-moi, comment on fait pour les bébés? C'est pas compliqué, je vais tout expliquer. C'est le petit zinzin, le petit machin, le petit zinzin. Ah bon? Quelle est votre préférée et celle que vous ne supportez plus? Il n'y en a pas que je supporte pas. Ah ouais? En fait, quand j'écris mes chansons, je demande à personne de me donner son avis. J'attends que le public me le donne. Donc si une chanson que je viens d'écrire est à mes oreilles digne de sortir sur un disque, c'est moi qui le décide. Mais c'est intéressant, ça, justement, de ne pas compter sur le regard des autres. À Ouais, part celui de t'as votre public, finalement. à l'époque, ma femme, elle était dans la cuisine, elle écoutait un petit peu ce que je faisais de loin, mais elle venait pas me demander quand j'avais pas fini. Et c'est quand j'avais vraiment fini la chanson que je lui disais, écoute, voilà ce que j'ai fait.
Mais je ne lui demandais pas s'il fallait que je la sorte ou pas. Elle la sortait parce que je trouvais elle était digne de sortir. Voilà. Et comment on fabrique une mélodie pour les enfants ? C'est comme une mélodie pour les adultes, c'est une mélodie. Ah bon ? Bah ouais. Les rappeurs font pas de mélodie, voilà, c'est tout. Moi, je fais une mélodie. Et est-ce que vous vous considérez comme un grand mélodiste quand même ? Puisque c'est quand même des tubes qui restent dans la tête. À partir du moment où les mélodies vous restent dans la tête, ça veut dire que j'ai réussi ma mélodie. Ouais. Voilà. Grand mélodiste, c'est un grand mot, j'en sais rien. L'avenir nous le dira peut-être. Mais c'est vrai que j'ai écrit pas mal de chansons, et quand je commence à les chanter, le public les chante avec moi. J'étais au milieu de nulle part avant-hier, près de Namur, dans un petit bled qui s'appelle Durbuy, en Belgique. Je ne connaissais pas ce nom-là, et je suis arrivé dans une salle, c'était blindé, et tout le monde chantait par cœur pendant 1h30 avec moi, quoi. C'est magique, non, comme moment pour un chanteur ? Ouais, c'est magique. Non, mais je le prends comme un cadeau, ça c'est sûr. Et vous évoquez souvent l'instinct quand il s'agit d'écrire une chanson. Est-ce que vous avez trouvé avec les années un moyen de canaliser votre inspiration ? Non, c'est-à-dire que quand je décide, et tout d'un coup je ressens le besoin d'écrire, je me mets à écrire et ça vient ou ça vient pas. Si ça vient pas, je m'en fous. C'est ça, vous vous forcez pas à travailler ? Jamais. Dans vos chansons, vous évoquez des sujets de société tels que la parentalité, la tolérance, le partage ou encore l'écologie. Qu'est-ce qui vous touche aujourd'hui et que vous avez envie de raconter, de sensibiliser ? J'écris plus de chansons actuellement. Ouais. J'écris des chansons pour adultes pour l'instant. Par là, vous avez commencé ? Oui. Et y a-t-il des sujets, si vous devez réécrire des chansons que vous ne voulez pas aborder ? Non, en fait, pour les enfants, il n'y a pas trop de sujets qu'on ne pouvait pas aborder. La mort est difficile à aborder, toujours. Donc, en fait, j'ai fait des choses qui traitent un tout petit peu à la marge de la mort, comme l'âne blanc, par exemple. Ça traite d'un petit âne qui finit d'un chant tout blanc. On comprend que c'est voilà, il est monté là-haut. Il était un âne blanc qui partait au champ. On mettait tout sur son dos, pauvre bourricot. Il était un âne blanc qui partait au champ. Mais c'est très difficile de parler de la mort comme ça. À un enfant, il ne comprendrait pas. Ça, c'est des termes compliqués. Et qu'est-ce que vous dites aux parents qui parfois cachent la vérité jusqu'à mentir à leurs enfants ? Disons, cacher la vérité à un petit qui ne comprendrait pas cette vérité-là, on peut attendre peut-être pour la lui dire un peu plus tard. Ça, c'est sûr. On peut attendre un peu parce qu'il ne serait peut-être pas en âge de comprendre ce qu'on va lui raconter. Donc, on peut imaginer qu'on essaye de sauter un an ou deux avant de lui raconter des trucs, mais il ne faut pas leur raconter des blagues. Ça vous a pris combien de temps pour comprendre l'univers des enfants ? Le temps d'avoir un enfant, c'est-à-dire qu'il faut le faire. Première déjà, chose, oui. Ça va très très vite pour le faire, mais après, il faut une gestation de 9 mois. Puis ensuite, on a au-delà un enfant. De ça. Tu prends un enfant qui vient, et puis il est en âge d'écouter. Alors Pierrick, par exemple, mon fils, quand il a eu 4 ans, je me suis dit, tiens, avec mon petit bagage d'auteur pour adultes que j'avais à cette époque-là, je vais essayer de lui écrire une chanson dont il comprenne le texte et qu'il comprenne aussi, qu'il arrive à chanter la mélodie. Et je lui ai fait une chanson. Je lui ai fait « Ma petite sœur est jolie ». Ma petite sœur est jolie, Il était tout le temps en train de chanter avec moi et je l'ai enregistré sur un agra à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et mes amis m'ont dit qu'il ne fallait pas laisser ça dans un tiroir, c'est comme ça que ça a démarré. Donc c'est grâce à votre fils, Pierrick ? Oui, bien sûr, complètement. Oui. Puis ensuite, ma fille a pris le relais 5 ans plus tard, où elle a aussi fait quelques disques avec moi, enfin quelques chansons sur quelques disques. Voilà. Et quelle est la différence pour vous entre un enfant d'il y a 30 ans et un enfant d'aujourd'hui ? L'enfant d'il y a 30 ans restait un enfant plus longtemps. Disons que jusqu'à 9-10 ans, il restait assez enfant. Maintenant, avec les moyens visuels, audiovisuels dont il dispose, à 6 ans déjà, il passe à autre chose, quoi. Et j'allais vous la poser plus tard, cette question, mais je vous la pose maintenant. Trop tard. Oh, attendez, je peux... Vas-y. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez de ces parents qui donnent un iPad à leurs enfants comme doudou ? C'est comme la lune. Il y a le côté clair et le côté sombre. Donc pourquoi pas ? Mais aussi le côté sombre, c'est que si tout d'un coup il reste bloqué là-dessus, c'est pas très bon. Donc un iPhone ou un iPad, ça leur permet d'apprendre très rapidement, parce qu'à cet âge-là, ils emmagasinent à une vitesse grand V, tout, beaucoup mieux que les personnes un peu plus âgées.
Donc ça leur permettra d'entrer dans ce monde dans lequel ils vont vivre grâce à ça. Et vous, quel rôle portez-vous dans l'éducation des enfants en tant que chanteur, parents, mais aussi grands-parents ? En tant que chanteur, j'ai fait mes chansons, basta. Quoi. Je veux dire, mais vous les avez pas fait dans le vide, j'imagine. Non, mais j'ai jamais écrit une chanson sur un thème précis. Jamais. Je me suis jamais dit, tiens, il faut que j'écrive ça. Ça serait intéressant pour eux, jamais. J'ai toujours fait la musique pour commencer, c'est la musique qui m'a amené les mots. Et tout d'un coup, je découvre, je suis en train de raconter un truc, quoi. Sauf quand on me fait une demande précise de chansons, comme le virus, on me demande d'écrire une chanson sur le virus. Bon, je demande les mots-clés qu'ils voudraient entendre dans la chanson, puis je fais la chanson. Donc c'est un peu une autre approche, ça part d'une autre façon. Mais mes chansons à moi, jamais. D'accord. Et en tant que parents et grands-parents, l'éducation pour vous ? Il faut avoir une certaine fermeté, il faut que ça soit clair. Quand je vous parlais que je disais à mes enfants, je pars 10 jours, il faut que ça soit vrai. Il ne faut pas raconter des histoires, quoi. Et les enfants, ils comprennent très très bien si on leur raconte un mensonge. Donc il faut être clair avec eux, mais en même temps assez ferme aussi. D'accord. Et j'ai entendu dans une interview que vous n'étiez pas du tout, on pourrait peut-être s'y attendre, mais le papy gâteau. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, ça m'embête ça. Ça vous ennuie ? Oui, je trouve ça. Ah non, je ne suis pas papa gâteau. Je voulais vous montrer quelque chose. Alors, plein d'accessoires pour cette émission. Voilà. Ah oui. Ouais, alors j'en ai plein mon à vous Dieu, montrer. j'avais quoi, attention. 14 ans, 15 ans peut-être. Oui, justement, j'allais vous poser. Quel âge vous avez sur cette photo ? C'est ça, 14-15 ans. Et puis vous C'est un souvenez grand sportif là-dessus. Vous vous souvenez de quand elle a été prise ? Non du tout, je ne sais pas où c'est d'ailleurs. À quoi elle ressemble, l'enfance d'Henri Dess ? À l'école, j'étais un garçon peu turbulent, qui travaillait gentiment mais pas assez. Voilà, j'ai tout raté de toute façon. Non. Mais bien sûr. Alors, vous avez dit, en effet, que vous avez raté vos diplômes. J'ai été à l'école jusqu'à la 5e, et je me suis fait foutre dehors avant d'avoir le diplôme du collège. Donc, je n'ai pas pu entrer à l'université non plus, ni au gymnase. Donc, j'ai aucun diplôme. Et après, j'ai fait un apprentissage de dessinateur architecte, et je devais faire 4 ans, puis je suis parti au bout de 3, donc j'ai pas de diplôme. Ça vous a gonflé à ce point ? Ce qui fait que ma mère, qui avait perdu son mari quelques années avant, se retrouvait avec ses clientes. Elle était coiffeuse. Elle se retrouvait avec ses clientes qui lui disaient « Mais mon Dieu, votre fils, il n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il va devenir ?» machin. Puis ensuite, quand j'ai dit que je partais à Paris, on s'imagine un petit peu la catastrophe. J'avais aucune chance, quoi. Qu'est-ce que vous dites justement à peut-être ces jeunes qui n'aiment pas vraiment l'école, qui n'y voient pas d'intérêt ? Est-ce que pour vous, avoir des diplômes, c'est important aujourd'hui ? Ou est-ce qu'au contraire, on peut réussir sans ? Écoutez, moi j'ai un petit-fils qui a 18 ans maintenant. Il détestait l'école. C'était dramatique pour lui. Il avait horreur de ça. Et il ne travaillait pas à l'école, il n'aimait pas ça. Et puis j'ai beaucoup discuté avec lui et avec son père. Et puis il nous a quand même dit que lui, il voulait gagner de l'argent avec ses mains, faire quelque chose. Parce qu'il a l'impression qu'une école, c'était une sorte de théorie inutile pour lui, quoi. Je dis, t'arrêtes l'école, ok. Tu fais un apprentissage et pourquoi pas. Et là, il commence l'apprentissage depuis 2 semaines et il est heureux, quoi. Voilà, c'est le principal. Il faut être heureux dans la vie. Il ne s'agit pas de gagner du pognon. Voilà, il faut d'abord penser à soi, quoi. Vous en êtes nostalgique de cette époque, là, on voyait en ski quand vous aviez 14 ans ? Non, pas spécialement. Non, c'est un souvenir comme un autre. J'en ai beaucoup de souvenirs parce que j'ai traversé des moments assez incroyables, quoi. Mais quand je croise des gens avec qui j'ai eu ces souvenirs, on en parle, bien sûr. Alors, j'ai d'autres photos à vous montrer. Voilà. Alors, c'est quoi cette photo ? C'est ma grande sœur, c'est Nicole, et c'est moi. Voilà, on avait, je sais pas, peut-être 2 ans et 3 ans, quelque chose comme ça. Vous avez fait des frais d'agrandissement, dites donc. Non mais laissez tranquille mes accessoires. Enfin, Ah oui, ça c'est avec mon père. Donc j'étais au collège. Alors j'avais 11 ans là, j'imagine, quelque chose comme ça. Et ma sœur devait avoir 12 ans, et mon père est au milieu. Voilà, il y avait à l'époque des chapeaux. Vous portez pas de chapeau, vous ? Non, je suis pas un mec à chapeau. Ah bon, j'aurais cru. Non. J'ai eu beaucoup de peine à mettre une casquette et j'en ai trouvé qui me vont, mais c'est assez rare. C'est pas les chapeaux et les casquettes, c'est pas pareil quand même. Non, mais c'est un couvre-chef, les deux. Je suis d'accord. Oui, alors je suis tout en bas, 2e depuis la gauche, avec mon tambour. Ouais. C'est à la fanfare du collège. Un tambour déjà. Oui, c'était les fifrets tambours en fait. D'accord. C'était les fifrets tambours, c'était devant le tribunal. Ça.
J'ai appris à jouer du tambour et après je suis joué du bugle à la fanfare du collège. C'est quoi du bugle? Alors le bugle, c'est une trompette à peine plus grosse qui a un son un petit peu plus doux que la trompette. D'accord. Et c'est la même chose, disons. Est-ce que vous étiez très populaire? Est-ce que vous Pas étiez du tout, je suis pas populaire. dans la norme, dans la moyenne? Non, complètement dans la moyenne. J'étais moyen en tout. Mais c'est fou de dire ça quand même, pour Non, c'est une vrai, personne comme qui a ça. réussi comme vous. J'ai jamais cherché à être autre chose que moyen, quoi. Je continue à être moyen, j'imagine. Je sais pas. Vous êtes un moyen chanteur. Non, mais je suis très modéré. Je suis modéré en tout, donc ça veut dire je vais pas chercher des trucs complètement dingues pour me faire remarquer, jamais. Ouais. J'ai pas besoin de ça d'abord. Bah ça c'est vous qui le dites. Non, j'ai pas besoin de ça. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit? Rien du tout. Je savais pas. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Ma grande sœur que vous avez vue tout à l'heure, elle me traitait de foutis-maçon, de traîne-savate et de bracaillon. Vous voyez ce que ça veut dire? Je comprends pas tout. Alors, mais- foutis-maçon, c'est quelqu'un qui fout rien, quoi. D'accord. Ouais. Bracaillon, c'est aussi pareil. Et traîne-savate, ça veut dire ce que ça veut Oui, dire. alors, oui, ça, je connais. On se traîne à rien foutre toute la Non, journée. on me le disait aussi quand j'étais petit, mais enfin bon. Ouais, vous avez bien réussi, bravo, je vous félicite. Bah, je vous remercie. Ouais, Je suis très il y a flatté. une différence entre nous. Hein. Oh non. Ah, mais si ça peut vous rassurer, je suis loin d'être le premier dans la classe quand j'étais au collège. Et moi non plus. Voilà, Et c'est comme ça. mine de rien, les gens comme nous, on peut réussir. Mais on peut, bien sûr, bien sûr. Pour réussir dans notre métier, il faut 50% de travail et 60% de chance. Non, le contraire. 50% de vous travail mélangez les et 60%. pinceaux. Oui, voilà. Donc ça fait 110%, mais ça va pas très bien. Mais en fait, il faut beaucoup, beaucoup de chance pour réussir ce métier-là aussi. Mais il faut du travail, autrement ça se passe pas. Je vous propose que l'on revienne sur cette introduction, celle que j'ai donnée, qui évoque l'innocence et le passage à l'âge adulte. À quel âge avez-vous pris conscience de la réalité? Jamais. Enfin, je veux dire, je m'en foutais, quoi. Ouais. Je me posais pas la question. Je marchais tranquillement, je fais un pas devant l'autre, et puis tout d'un coup, ces pas les uns devant les autres m'ont amené quelque part, et comme j'ai énormément de bon sens, je me disais, ben voilà, j'arrive là, il y a 2 portes, qu'est-ce que je fais? Je prends celle-là ou je prends celle-là? Et je réfléchis, puis je dis, ben, je prends celle-là, parce que c'est la meilleure pour moi, parce que je me sentais mieux de penser prendre cette porte-là qu'une autre. Mais il y a des gens qui font exactement le contraire, c'est-à-dire qu'ils prennent toujours la mauvaise porte, Ouais. puis ils dégringolent, à 30 ans, ils sont déjà nazes, et ça marche plus du tout, quoi. Quand vous avez débuté votre carrière dans la musique, vos premières chansons étaient écrites, comme vous l'avez un peu dit tout à l'heure, pour les adultes. Vous étiez à ce moment-là dans une période un peu compliquée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça, c'est là qu'on se serre la ceinture. Moi, j'étais avec ma femme à Paris, je gagnais rien, et quand on allait se promener le samedi, on mangeait une glace pour 2, et puis on allait au marché, s'acheter les choses, les meilleurs marchés possibles pour survivre, simplement. J'ai même reçu un papier de l'État français qui me disait, de la République française, qui me disait, cher monsieur, on voit que vous vivez très difficilement, est-ce qu'on peut vous aider? Et qu'est-ce que vous avez dit? Ben, je leur ai dit que ça allait, j'avais quelques spectacles en Suisse qui me permettaient de survivre et que je les remerciais, c'est tout. J'en ai pas profité. L'argent, c'est une chose. On peut avoir beaucoup d'argent et être très malheureux, et puis avoir pas d'argent, puis en vivre correctement. Moi, je veux dire, avec ma femme, on s'aimait, on vivait un peu simplement, disons, le moins qu'on puisse dire. C'était très très simple. Mais on avait décidé qu'on avancerait comme ça pendant un petit temps. On verrait bien si l'horizon allait se déboucher à un moment donné. Et ça s'est débouché. Mais ça n'a pas duré peut-être 2 ans où on a vécu vraiment très très durement, quoi. Mais la simplicité ne vous a pas effrayé, j'ai l'impression. Au contraire. Ouais. Au contraire, la simplicité me renforce. Henri Dess, c'est 4,5 millions d'albums vendus, 200 chansons, plus de 90 concerts à l'Olympia à Paris. Pourtant, vous avez dit un jour, si je suis connu aujourd'hui, c'est seulement grâce à mon public. Comment vous l'expliquez? Alors, la chanson pour enfants, comme je la fais moi, elle est dans un format. Si je vais avec ces chansons dans une radio, on va me dire, excusez-moi monsieur, c'est joli ce que vous faites, mais c'est pas le format de la radio. Et toutes les radios pensent que c'est pas leur format. Que ce soit la radio suisse romande. Mais c'est quoi un bon format de radio finalement? C'est des chansons qui sont faites avec la mode du moment, avec les sons du moment, etc. Alors les miennes, c'est pas le cas. Moi, je raconte une histoire avec des arrangements simples. Donc, il n'y a pas de forme. J'ai pas de format. Ça veut dire que j'ai jamais été soutenu par les radios ni les télévisions en France. C'est-à-dire que j'ai fait
4,5 millions de disques vendus. Enfin, on m'a dit 5, mais bon, c'est 4,5 millions, ça passera aussi. C'est mon papier, c'est sur votre site internet. Oui, c'est sûrement ça. Alors. Mais c'est le public qui est venu à moi. Et d'un coup, j'ai sorti un premier disque et le public est venu à moi. Et quand ce disque s'est mis à marcher, ma maison de disques, mais qu'est-ce qu'il m'a dit ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes passé à la télévision ? J'ai dit non, je ne suis pas passé à la télévision. On ne veut pas de moi, donc je ne vais pas passer à la télévision. Mais alors c'est quoi ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une sorte de discobus qui sillonnait la France avec des disques comme ça et qui passait d'une école à l'autre. Et les profs venaient voir ce qu'il y avait comme nouveauté. Et puis un jour, un prof a dit « Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ?» Il dit « Il y a un chanteur qui pourrait plaire à vos enfants, à vos élèves, c'est Henri Dess. » « Ah bon, c'est qui ? Ben, écoutez, je vous le prête, vous me le rendrez dans un mois. » Et puis, vous parlez du disque ou de vous quand vous dites vous prêt ? Je parle des disques, bien sûr. Ouais. Et donc le prof, c'est un processus très long. Quand vous passez à la radio, à la télévision, le processus est très court. Ça vous tombe dessus, tout le monde vous connaît d'un jour à l'autre. Là, c'est très long. Et tout d'un coup, le prof prend le disque, il écoute chez lui, il dit « Ah, c'est intéressant, tiens, cette chanson, mon gros loup, mon petit loup, je vais l'apprendre à mes élèves. » Ok, l'élève apprend, il arrive à la maison, il dit « Je t'aime, mon loup, mon gros loup. » Puis les parents disent « C'est quoi ce truc ?»« Ah, ben c'est à l'école. »« Ah bon, c'est quoi à l'école ?»« Ben on m'apprend cette chanson. »« Ah bon ?» Et 15 jours plus tard, il voit le prof. « C'est quoi la chanson que vous apprenez à mon fils ?»« Ben c'est mon gros loup, mon petit loup de Henri Dess. »« Ah, c'est qui ça ?»« Eh ben c'est un nouveau. » Bon, d'accord. Et tout d'un coup, le gars, il va acheter un disque. Et ça prend des mois, quoi. Ça prend des mois. C'est ce qui s'est passé. Tout d'un coup, ça a pris des mois et la tache d'huile s'est étendue d'abord dans la région parisienne. Ensuite, c'est monté dans le nord, du côté de la Belgique, parce que j'avais fait 2-3 trucs là-bas. C'est parti dans l'est, du côté de la Suisse. Et la Bretagne et le sud, c'était en dernier, quoi. Voilà. Mais tout d'un coup, les disques se vendaient, mais sans radio, sans télévision, sans journaux, sans rien du tout. Et vous n'avez pas à ce moment-là dit « Je vais rappeler des radios pour parler de mon succès et peut-être qu'ils le passeront ». Non, je savais que c'était impossible. Je savais que ça ne servait à rien. J'ai fait 1 ou 2 fois, mais on ne vous accueille pas comme si vous étiez quelqu'un, on vous accueille comme si vous étiez un quémandeur de quelque chose. Et ça, j'aime pas ça. Donc, j'ai jamais fait ça, mais j'ai attendu que ça monte, et c'est monté. Voilà. Mais vous relevez souvent la différence entre un chanteur pour adultes et un chanteur pour enfants, et parfois les chanteurs, souvent et même quasiment tout le temps, sont sous-estimés ou n'ont pas la même place, on n'est pas dans la même cour de récré. Ah, c'est ça, c'est vrai, oui. C'est vrai, mais maintenant les chanteurs pour adultes m'envient. Parce que la cour de récré, c'est moi qui l'ai créé, ma cour de récré. Mais est-ce que finalement la musique pour enfants est dans une cour de récré qui est petite finalement, donc avec peu de concurrence? Bah écoutez, il y avait à l'époque, il y avait une grosse concurrence qui avait, elle, droit de citer dans les radios et les télévisions, c'est Chantal Goya et Dorothée. Pour Chantal Goya, c'est une opérette pour enfants, avec beaucoup de participants, des décors, des machins comme ça. Dorothée, c'était un peu ça aussi, et puis elle avait à peu près 1 heure d'émission par jour sur TF1. Donc c'est colossal. Oui. Moi, j'ai pas eu ça, mais elles ont eu ça. Puis maintenant, voilà, regardez où elles sont, puis regardez où je suis. Oui. Pour Dorothée, même si je l'apprécie beaucoup, c'est pas de ma génération, mais c'est vrai que je l'ai vue à la radio, puisque maintenant la radio est filmée, bien sûr. Mais je l'ai vue à la radio et je me suis dit, oui, quand même, elle a changé. Mais c'est pas méchant quand je dis ça. Pas du tout, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup souffert. C'est-à-dire ça a marché terriblement fort. Je la connaissais un peu, elle était gentille, c'est une chouette fille. Mais tout d'un coup, c'était comme sur une falaise. Et elle arrivait au bout de la falaise et elle est tombée. Il n'y a plus rien, ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là. Vous avez pensé, vous, un jour, peut-être que tout allait s'arrêter ? Non, c'est parti du fond. Moi, c'est pas parti d'en haut, c'est parti d'en bas. Ouais. Donc c'est comme si vous voulez un lit de rivière qui monte. Et ça continue à monter. Donc, mais c'est inexorable, si vous voulez. Ce qui m'a surpris en premier quand on s'est appelé est le fait qu'à 80 ans, vous êtes ultra connecté. Vous êtes presque comme moi avec votre téléphone. C'est dû à quoi, ça ? Je vis avec mon temps, quand même. Je sais ce que c'est qu'Internet, etc. Oui, non, mais alors, vous vivez avec votre temps, certes, mais toutes les personnes de votre âge ne le font pas. Parce qu'elles n'ont pas envie de vivre avec leur temps. C'est-à-dire que quand elles voient un truc comme ça, elles ne comprennent pas, puis disent « ça m'énerve, je ne comprends pas ». Voilà, ça s'arrête là. Elles ne cherchent pas à comprendre plus loin. Moi, ça m'intéresse de comprendre. Et je me posais la question, quelle playlist écoutez-vous sur votre téléphone ? J'ai ma propre playlist où j'écoute des artistes que j'apprécie, voilà, simplement. Moi, je suis très branché chansons françaises. Nouvelle génération ? Alors, la nouvelle génération, il n'y en a pas de chansons françaises. Un petit peu. C'est de la chanson en français, c'est pas de la bonne chanson française. Il y a eu 2 grandes générations de grandes chansons. C'est Brassens, Brel, Béard, Ferré. Une deuxième génération, deuxième vague, c'était Renaud, Cabrel,
Souchon, Maxime Le Forestier. Puis maintenant, j'attends, quoi. Et il y a eu Stromae, qui faisait quelque chose de formidable. Oui. Puis maintenant, il va recommencer. Je sais, j'ai vu un producteur Ok. en Belgique qui m'a dit qu'il allait recommencer. Mais ça, c'était très bien. Je me dis, Oui. Stromae, ça c'est bien. Voilà la génération que j'attends, quoi. Mais maintenant, j'attends les autres. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas encore, Non. peut-être. D'accord. Et c'est vrai que vous avez cité Brassens, mais Brassens a été pour vous une source d'inspiration, non ? Bon, c'était un phare. Ouais. C'est un peu ce qui vous a fait commencer la musique, d'écouter Brassens, non ? C'est-à-dire que Brassens est tellement bon dans l'écriture, dans ce qu'il fait, dans la mélodie et tout ça, que ça peut être qu'un exemple, quoi. Pour moi, cet exemple-là. Est-ce que ça vous choque, vous, quand vous apprenez que des plateformes internationales de streaming comme Spotify ne versent quasiment rien aux artistes ? Ouais, les artistes se battent un peu pour toucher quelque chose. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'avant, je recevais une enveloppe avec les droits d'auteur qui était assez conséquent. Et maintenant, je reçois un bottin de téléphone tous les 3 mois, puis il n'y a presque pas, quoi. Il n'y a pas grand-chose, parce qu'on touche 0,02 centimes par passage. Donc, il faut des milliers de passages. Mais il y en a beaucoup, quoi. Moi, j'étais très, très surpris sur mon YouTube. Je n'avais pas regardé depuis un moment, et je suis à 60 millions, quoi, actuellement. Ça vous fait quoi ? 60 millions, mais c'est complètement hallucinant, quoi. Hallucinant. J'ai regardé le chiffre du jour où je l'ai regardé, et le lendemain, j'ai regardé. Il y avait 30 000 personnes de plus. Donc, tous les jours, il y a 25-30 000 personnes de plus. Ça fait beaucoup de monde dans une même salle. Ça fait beaucoup hein. de monde. Ça fait 3-4 Bercy, quoi. Plein. Ouais, quand même. Debout. Alors, pour cette pause musicale, vous avez décidé de ne pas chanter. Disons que c'est un peu embarrassant pour un chanteur. Mais c'est pas grave. C'est surtout embarrassant pour vous. Oui, pour un chanteur aussi. Moi, ça me permet de pas chanter, je suis pas obligé. C'est vrai, ça vous repose un peu votre voix. Mais c'est pas grave, on va écouter un titre que vous réinterprétez sur scène dans votre spectacle Henri Dess en solo. Alors attention pour ceux qui nous écoutent, place à la nostalgie. C'est Les bêtises à l'école. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Le grand Dédé, poil au nez devant toute la classe, monte au tableau, poil au dos pour faire des grimaces. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Quand le Julien, poil aux mains, raconte ses histoires, elles sont si bêtes, poil aux chaussettes, qu'on pleure dans nos mouchoirs. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Et la maîtresse, poil aux tresses, qui pousse des soupirs, quand Marion, poil au menton, attrape le fou rire. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Et puis à moi, poil au doigt, qui marche à 4 pattes, pour chatouiller, poil au mollet, ma voisine de droite. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Il y a la Thérèse, poil à la chaise, c'est la plus rigolote. Quand elle s'asseye, poil aux orteils, on lui voit sa culotte. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Heureusement, poil aux dents, quand vient la sonnerie, tout le monde s'arrête, poil au basket, par ici la sortie. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Zoom, 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 zoom. L'entre-vous sur LDT Live. De retour dans l'entrevue avec aujourd'hui le chanteur pour enfants Henri Dess. Avant qu'on continue, j'avais envie de vous raconter une petite histoire. Le 17 novembre 2013, je vous voyais pour la première fois. C'était une émission radiophonique un dimanche matin. Et je me souviens avoir eu une envie brûlante, celle de vous poser plein de questions. J'avais 8 ans. Qu'est-ce que ça vous fait qu'aujourd'hui, ça soit les enfants qui ont grandi, qui s'intéressent de nouveau à vous dans les médias ? J'ai rencontré une spécialiste du cerveau des enfants
une dame qui travaille au CHUV, ici en Suisse, qui s'appelle Kim Do. Puis elle me dit, vous savez pourquoi les adultes actuellement se souviennent de vos chansons? Je dis, j'imagine qu'ils se souviennent de mes chansons. Elle me dit, oui, mais il y a une raison. Et en fait, elle m'a dit que l'enfant, je ne me souviens plus de l'âge exact, mais entre une année ou une année et demie et 7-8 ans, il absorbe absolument tout. Les odeurs, les goûts, les couleurs, les mélodies, etc. Il absorbe. Et il y a des générations d'enfants qui ont écouté mes disques 100 fois, quoi, de suite. Quand on les écoute, mes chansons, on les écoute, ça tourne sans arrêt. Ouais. Donc c'est entré en eux de manière très très profonde. Et puis même s'ils me quittent parce qu'ils arrivent sur un autre domaine, parce que tout d'un coup ils écoutent d'autres musiques dans leur adolescence, quand ils arrivent à l'âge adulte, et puis qu'ils viennent avec leurs enfants au spectacle, et que je chante les chansons qu'ils ont écoutées, ils les chantent plus vite et mieux que leurs enfants, quoi, tellement ils s'en souviennent. Et ce passage qui est assez extraordinaire, actuellement on m'a dit hier que j'étais à ma 4e génération. 4e, ouais. J'ai dit 3 tout à l'heure. 4e génération, ça veut dire que, bon, moi j'ai 81 ans bientôt. Ouais. Disons que les pères auront 20 ans, 25 ans de moins, disons, 55 ans. Ensuite, leurs enfants, 20 ans. Puis maintenant, à 20 ans, ils font des petits qui ont peut-être 6 mois ou une année. C'est la 4e génération. Qu'est-ce que ça vous fait, vous? C'est fou. Ça reste là. C'est complètement fou et je l'accepte avec plaisir parce que c'est une situation assez, je crois, assez rare, quoi. Parce qu'il y a un technicien ici, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a tous les albums d'Henri Dess, il est allé voir les concerts, un vrai fan. Je l'ai fait rougir, t'as vu, il est tout rouge. Un vrai fan de vous, et j'imagine que les albums resteront dans la famille et qu'ils se partageront. Ils se repassent de l'un à l'autre. Ou bien avant c'était les vinyles, et puis ensuite c'est venu il y avait les cassettes. Il paraît que les cassettes reprennent. J'ai entendu. Oui. Est-ce que c'est les vinyles comme reprennent aussi. Là, on va sortir un vinyle dans un mois là, de mes chansons. Et puis oui, ça se transmet. C'est des chansons qui se transmettent. Vous avez dit un jour, il faut vivre avec son temps. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est valable aussi pour justement les vinyles, les disques. Quand les vinyles commençaient à baisser un petit peu, il y a eu trois usines de CD. Il y avait une usine en Allemagne, une aux États-Unis, une en France, je crois. Je ne sais pas si il y en avait en France, mais peut-être même pas. Et j'étais un des tout premiers à avoir un CD. Parce que les gens qui travaillent pour moi et avec moi considèrent qu'il faut être dans le mouvement, quoi. Vous en parlez tout à l'heure aussi des millions d'albums que vous avez vendus. Mais quelle était votre réaction quand vous avez tenu dans les mains votre premier album qui a été commercialisé ? Alors le premier était raté parce que c'était un petit 45 tours, il était mal pressé. Et je l'ai gardé chez moi, il était tout tordu. Et je l'ai gardé parce que comme souvenir, mais voilà, quand un disque sort, c'est toujours formidable de se dire qu'on a un disque qui vient de sortir, puis on ne sait pas où il va aller, parce que le premier disque, personne ne voulait de moi. Comme je vous avais dit tout à l'heure, j'allais dans les maisons de disques pour leur dire, voilà, je suis chanteur pour enfants, ils s'en foutaient complètement, ils m'envoyaient le pommeau du coin pour écouter mes chansons, puis ils ne me proposaient rien du tout. Donc c'était jamais le patron qui m'accueillait. Maintenant, c'est le patron qui m'accueille. Mais avant, c'était on envoyait l'apprenti. Ah, tiens, il y a un chanteur pour enfants, vas-y, demande-leur ce qu'il veut. Puis il me disait, si vous chantez avec votre fils à la télévision, peut-être on peut faire quelque chose. J'ai dit, hors de question. Donc ça s'est pas fait. Ce qui veut dire que j'ai sorti mon premier album tout seul. J'ai sorti 2000 pochettes, parce que c'est ça qui est très très cher. Et j'ai tiré 1000 disques en me disant, peut-être que je vendrai 1000 disques. Puis on en a vendu 250 000, quoi. Donc finalement, c'était rentabilisé très rapidement. Ouais. On parlait tout à l'heure que la radio ne voulait pas de vos chansons. Quelle relation Ils veulent toujours pas. Oui, vous avez essayé ? J'ai beau avoir fait 93 fois l'Olympia, etc. Ils veulent toujours pas. Ils s'en fichent. Parce que je suis pas dans le format. Je vous l'ai dit. Oui, vous l'avez dit. Mais si je fais un entretien dans une radio, peu importe laquelle, ils vont me passer un bout de chanson. On vous en a passé des bouts de chansons. Vous, oui. Et quelle relation avez-vous avec le monde de la musique, le monde du show business ? Pas grand-chose. Je connais certains artistes que j'apprécie, comme Cabrel, que je connais personnellement, comme Renaud, que je connais personnellement, mais on n'a plus grand-chose à se raconter parce qu'il ne parle plus. D'accord. Il n'est pas très bien. Voilà, des gens comme ça. Je m'approche, disons, des gens qui sont proches de moi. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Ça vous arrive parfois d'avoir le trac ? Non. Ça vous est déjà arrivé ? Non.
Alors, comment vous faites? Parce que moi, avant de vous recevoir, tout à l'heure, j'avais un peu le trac. Pour moi. Quelle est votre recette, Henri Dess? Le titre de cette émission, ce sera la recette d'Henri Dess contre le trac, avec une miniature un peu Il n'y a rien aguicheuse. de terriblement grave, quoi. Je veux dire, si vous vous plantez, c'est pas grave, quoi. Vous pouvez vous planter. Ouais. Vous avez le droit. Acceptez l'idée que vous pouvez vous planter. Ça va déjà beaucoup mieux dans la tête après. Cette année, vous avez porté un grand intérêt à l'environnement en composant une chanson en faveur de l'urgence climatique, nommée « Maintenant, on est là ». Faire le coup de la fable, à dormir debout. Tout caché sous le sable, ça n'ira plus du tout. Maintenant on est Quel prix êtes-vous prêt à payer pour vous faire écouter? Rien du tout. Vous l'avez écrite pour qui, cette chanson? Je l'ai écrite pour mon fils, qui a sorti un disque malheureusement qui est tombé en plein Covid. Donc il n'a pas pu le défendre. Et cette chanson, le disque s'appelait Maintenant on est là, il y avait cette chanson. Ouais. Et je l'ai fait écouter à un ami qui était assez proche des mouvements écologistes. Et puis il m'a dit « Ah, mais il faut que tu l'envoies à Jacques Dubochet, c'est le prix Nobel, etc. » Je lui ai dit « Oui, pourquoi pas, t'as son téléphone, mais je l'appelle. » Et il me dit « Ah, Henri Dess, on se tutoie » Je dis « Oui, si tu veux, on se tutoie. » Puis j'ai dit « J'ai fait une chanson qui pourrait aider le mouvement pour le climat. » Puis il me dit « Envoie-la moi. » Et je l'envoie, puis il me rappelle tout de suite derrière, en me disant « Mais c'est une chanson de combat, il faut faire quelque chose avec ça. Ouais. » Donc on a fait un clip avec 24 personnalités qui chantaient chacun un demi-couplet de la chanson qui est sorti. Voilà. Parce que j'ai vu que sur Internet, c'était pour certains un hymne pour l'écologie. Ça n'a pas l'air tellement de... Non, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que ça prenne, pour faire une chanson? Aucune idée. Est-ce que vous êtes de ceux qui suivent l'actualité, Henri Dess? Ah oui, alors, je suis tout le temps planté devant des émissions d'infos. Toutes les chaînes infos, je les passe les unes après les autres. Vous êtes de ceux qui allument la télé le matin en déjeunant, en regardant BFM, en regardant... Non, je prends mon petit déjeuner, puis je regarde à 9h, à partir de 9h30, je fais un petit peu, je zappe un peu sur toutes les chaînes pour voir s'ils parlent de quelque chose qui peut m'intéresser. Et si ça m'intéresse, je reste collé un petit moment, sinon je passe à autre chose. Et qu'est-ce qui vous passionne dans l'actualité? Il y a la politique. Je fais pas de politique. Je m'inscris jamais dans un parti politique. Mais par contre, je m'intéresse à ce qui se passe, quoi. Ça vous a jamais donné envie de dire pour quel mouvement, pour quel parti, pour qui vous votez? Non, c'est mon affaire. Je voterai dans l'urne, et dans l'urne, c'est ce qu'il y a. Il y a un rideau qui empêche les autres de voir pour qui vous votez. Donc moi, je suis derrière le rideau et je vote. C'est vrai qu'on va revenir au show business, que dans votre métier de chanteur, la drogue ne vous a jamais intéressé. J'ai jamais pris quoi que ce soit. Ouais. Jamais. Jamais. Et vous avez vu par contre d'autres chanteurs prendre de la drogue? Plein. Et vous en pensez quoi? Je pense qu'ils ont tort. Mais c'est vrai qu'ils se sont laissés embarquer dans des trucs. C'est-à-dire que si on prend ça, c'est que tout d'un coup on en a besoin pour se tenir le coup. Imaginons qu'un chanteur marche très fort et que les producteurs du chanteur disent on va profiter. Ça dure pas longtemps une carrière. Hein. C'est des fois très éphémère. On va essayer de faire en sorte que ça marche encore et très rapide, profiter du moment où ça marche, quoi. Donc en fait, on va faire tout ce qu'on nous propose. Et le gars, il tombe malade et pour tenir le coup, il s'en met un peu dans le cornet, quoi. Vous avez parlé tout à l'heure de Stromae, le chanteur belge, qui a arrêté la chanson parce qu'il enchaînait tout simplement beaucoup trop de concerts. Son entourage l'a poussé à faire des choses, beaucoup trop de choses, quoi. Puis il est quasiment tombé malade. Ça me fait plaisir en tout cas si vous nous apprenez aujourd'hui qu'il va revenir sur scène. Ce serait Je suis très heureux. Une très bonne chose, je pense. Durant mon enfance, j'ai entendu que beaucoup de mamans, et peut-être même de papas, je ne sais pas, vous trouvent très élégant. Vous arrivez encore à séduire aujourd'hui? Oui, je crois, oui. Ouais. Les femmes? Je pense qu'elles trouvent. Je ne sais pas ce qu'elles me trouvent, mais en tout cas, elles me sourient volontiers. Et puis, le contact est facile, disons. Mais j'ai du mal à vous comprendre, Henri Dess. Vous savez pourquoi? Parce que vous dites que vous êtes moyen tout le temps, partout, à tous les niveaux, mais d'un côté, vous avez une certaine confiance en vous. C'est assez étrange. Ça, je suis pas moyen de ce côté-là. Ouais. Et qu'est-ce que vous dites aux gens? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement prétentieux, moi j'en vois énormément. Qu'est-ce que vous leur dites? On est sur un certain échelon de l'échelle. Et quand on veut être au-dessus,
on a une attitude qui n'est pas juste par rapport à votre vraie position dans la vie. Quand on est au-dessous, c'est-à-dire vous dévalorisez vos qualités en vous mettant sur les échelons en dessous. C'est faux aussi. Il faut savoir et connaître l'échelon où vous êtes. Et ne pas avoir peur aussi de l'assumer. Voilà, il faut l'assumer, et puis ou bien vous montez ou vous descendez. Mais si vous montez ou si vous descendez, il faut le savoir aussi. Mais ceux qui se prennent pour quelqu'un d'autre et qui sont à 20 échelons en dessus, tout d'un coup on les regarde, on dit mon Dieu, qu'ils sont prétentieux. Et celui qui est en dessous, on dit oh mon Dieu, il n'est pas bien dans sa peau, quoi. Vous êtes bien dans votre peau aujourd'hui ? Complètement. Ça se voit bien. Oui. Alors, je ne pouvais pas ne pas l'évoquer. Votre groupe Explosion de Caca ou The Grand Gamin. D'ailleurs, comment faut dire ? Henri Dess, The Grand Gamin. Henri Dess, The Grand Gamin. Je ne pouvais pas ne pas l'évoquer. Vous partagiez la scène avec votre fils, Pierrick Détra. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. C'est la petite Charlotte, c'est la petite Charlotte, j'aurais besoin d'un rouleau pour faire mon gâteau. J'aurais besoin d'un rouleau pour faire mon gâteau. Flagada, je fais tout, flagada, quand je passe tous les soirs, c'est comme ça. Flagada, je fais tout, flagada, quand je passe, à la fin de la journée. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Heureusement, poil aux dents quand vient la sonnerie. Tout le monde s'arrête, poil au basket, Paris c'est la sortie. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Les plus grands classiques d'Henri Dess version métal, ça vous a surpris de voir tous ces grands enfants en train de vous écouter, une bière à la main? Ouais, enfin, c'était quand je suis passé, le plus gros truc qu'on a fait, c'était au motoculteur en Bretagne. Et il y avait 12 000 personnes devant nous qui connaissaient tout par cœur, quoi. Et ça rejoint ce que je vous racontais tout à l'heure avec l'idée que les enfants, quand ils m'écoutent, se retrouvent avec une mémoire chargée à vie, disons, des choses qu'ils ont entendues. Et quand je me retrouvais avec des métalleux devant moi, je me suis dit on va se faire bouffer tout cru, et c'était le contraire. Ils ont adoré ce qu'on a fait, et c'était les plus gros pogos de la semaine, quoi. Et pourtant, c'est la chanson pour enfants. Ouais. Et tout le public sautait et pogotait pendant 1h15, quoi. C'est complètement dingue. Il y a un contraste aussi intéressant dans vos concerts où vous êtes très droit avec votre guitare et vous cassez pas les guitares, vous jetez pas dans le public, et vous avez vos deux complices qui eux par contre sont à fond derrière la guitare, derrière la batterie. C'est un contraste intéressant, non ? Oui, c'est ça qui fait ça qui fait aussi le truc, c'est-à-dire que moi je reste complètement comme je suis. Oui. Fidèle à vous-même. Sans changer d'un iota, je suis là, je chante, c'est tout. Et ça chante. Et les gens s'ambiancent. Voilà. Alors, nous allons finir cette émission avec un petit jeu. Alors, habituellement, c'est l'éternel, le fabuleux questionnaire de Proust où je pose un mot à un invité et il me répond quelque chose au tac au tac. Mais je me suis dit, je reçois Henri Dess, je ne peux pas faire comme tout le monde. Et vous avez raison. Oui, voilà. J'aurais dû m'entraîner. Voilà. Alors, c'est une cocotte en papier. Ah voilà, c'est la cocotte. C'est la cocotte. Vous en avez des souvenirs de ça ? Oui, tout à fait. Oui. C'est amusant, on l'a fait. Tous les enfants ont fait ça, quoi. C'était quoi votre jeu favori dans la cour de récré ? Je crois qu'on joue aux billes. Aux billes. On avait des agates, des nus, ce qu'on appelait des nus. Ouais. Et il y a un gars qui s'assoit comme ça, il mettait une agate entre ses jambes. Ouais. Et nous, on essayait de la toucher. Et avec une petite bille, on essayait de toucher la grosse, et si on la touchait, on la gagnait. C'est pas un peu chiant ? Non, c'est super. On se retrouvait avec des poches pleines de billes, c'était rigolo, on perdait tout. Ouais. Je vous crois sur parole. Alors, la cocotte en papier, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, c'est un pliage, donc il me donne un nombre entre 1 et 10, et vous, Henri Dess, vous choisissez, alors non pas une couleur pour le coup, mais des numéros. Voilà. Est-ce que vous voulez jouer à mon jeu, s'il vous plaît ? Je te teste ça, mais à 4, disons 4. S'il vous plaît. On se dit sur 4. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que vous choisissez ? 8. 8. Alors, il y a des questions, évidemment, à l'intérieur. Je me fiche pas de vous. Un artiste ? Il est plus là, mais c'est Brassens, évidemment. Ah, toujours ? Ah, ouais. Vous êtes fidèle, en fait, dans la vie ? Très.
Pas pour tout, mais pour ça. Oui. Pour la musique en tout cas. Ouais. Allez, on réessaye, on va pas le faire 20 fois, alors ça commence déjà à se casser la figure. Alors... 11. 9. Ce petit margoulin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Très long déjà. Allez, je vous laisse choisir. Alors 3. 3. Un film coup de cœur. Est-ce que vous allez au cinéma déjà ? Pas beaucoup, parce que je regarde beaucoup de films à la télévision, donc je vais moins au cinéma. Vous trouvez votre bonheur, vous, à la télévision, dans la programmation ? Il est tellement varié, c'est tellement éclaté par rapport à tout ce qui est proposé, trouver ce qu'on veut, évidemment. Et vous regardez toujours la télévision avec la publicité, ou vous avez la fonction, comme beaucoup de gens, vous pouvez passer la pub avec la télécommande ? Mais je regarde Netflix, donc il n'y a pas de pub. Comme quoi, mon équipe me disait « Non, mais tu peux pas dire qu'il est ultra connecté ». Mais si, je peux. Allez, on va le faire l'avant-dernier, après je vous libère, Henri Dess. Combien ? 2. 1, 2, vous m'avez facilité la tâche. Alors, allez-y, regardez. 6. 6. Une femme. La mienne. Nathalie ? Alors, Nathalie, c'est ma compagne. Votre compagne. Et ma femme, c'était Marie-Josée, avec qui j'ai vécu pendant 55 ans. 2. 1, 2. 7. Un rêve. Est-ce que vous avez encore un rêve après tant d'années de carrière ? Quand je suis mort, mon producteur m'a avoué plus tard qu'il avait pensé à moi, puis il dit, mais mon Dieu, s'il part, toutes ces chansons que tout le monde connaît, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et il m'a dit, ça serait bien de faire une comédie musicale. J'ai dit, d'accord, pourquoi pas, mais si je suis pas là, si je suis pas dans la comédie, oui. Et puis, il m'a dit, on pourrait le faire avec Zep éventuellement. J'ai dit, oui, je t'appelle. J'ai posé la question à Zep, il m'a dit oui. Et ensuite, il a dit, tiens, ça serait bien, puisque vos deux noms sont importants, de mettre un metteur en scène à un bon niveau. Et on a décidé de faire avec le Cirque du Soleil. Donc, cette comédie musicale va sortir en Suisse, la première au Théâtre de Beaulieu au mois de novembre 2022. Et ensuite, on va faire un mois au Casino de Paris, juste pour suivre. Merci beaucoup, Henri Dess, pour cet entretien. J'ai acquis une certaine expérience et je peux dire maintenant avec une quasi-certitude que lorsque les enfants chantent avec moi, c'est bien. Quand les mamans chantent avec moi, c'est bien. Quand les papas chantent avec moi, C'est la sorcière de minuit qui a cassé ma pendule. J'ai pas rêvé, y a un bruit au fond du vestibule. Et me voilà réveillé dans mon petit oreiller. Ah, si j'étais Superman, Superman.